Désolé pour le retard, quelques problèmes techniques réglés de dernière minute. Bonjour, je suis Aline Drapeau, je dirige la COPEP depuis sa création en 2013, création par de l'Institut de recherche en santé mentale de Montréal. La COPEP, c'est un regroupement de chercheurs, d'étudiants qui s'intéressent aux facteurs psychosociaux de la santé mentale. Et elle vise essentiellement à promouvoir l'expertise méthodologique des chercheurs et des étudiants en épidémiologie psychosociale par la tenue de séminaires de formation qui favorisent le réseautage. Aujourd'hui, la COPEP a le plaisir de vous présenter un séminaire de formation sur la méta-analyse des déterminants psychosociaux de la santé mentale. Vous savez, la méta-analyse est très à la mode dans les 10 dernières années. C'est une méthode privilégiée pour faire la synthèse systématique de la littérature scientifique quand plusieurs études ont porté sur un facteur spécifique et qu'on veut estimer la taille moyenne de l'effet de ce facteur-là. La principale condition d'application de la méta-analyse, c'est l'homogénéité méthodologique des études. Et c'est pour ça que la majorité des méta-analyses portent sur les résultats d'essais cliniques, parce que les devis de recherche dans ce domaine-là sont assez standardisés. Par contre, les études qui portent sur les facteurs psychosociaux de la santé mentale s'appuient sur une très grande diversité méthodologique en termes de devis de recherche, d'échantillonnage, de mesure des facteurs psychosociaux et de la santé mentale. Alors, dans ces conditions-là, est-ce qu'on peut appliquer la méta-analyse pour estimer la taille des effets des facteurs psychosociaux sur la santé mentale? Et si oui, comment on fait ça? Et sinon, c'est quoi les alternatives? Alors, le séminaire d'aujourd'hui va tenter de répondre à ces questions-là. Le séminaire est divisé en deux parties. La première partie est présentée par Dr. Stéphane Potvin et elle va porter sur les aspects méthodologiques et les écueils de la méta-analyse. Dr. Potvin s'intéresse principalement aux effets du cannabis et de l'alcool sur les structures du cerveau des personnes atteintes de schizophrénie. Et il a publié une quinzaine d'articles sur la méta-analyse. Alors, c'est vraiment un expert dans ce domaine-là. La deuxième partie est présentée par deux chercheurs qui ont conduit des revues systématiques de la littérature en épidémiologie psychosociale. Dans le premier cas, Dr. Kelly Anderson a réalisé une méta-analyse des effets de l'ethnicité sur les trajectoires d'accès aux services en santé mentale lors d'un premier épisode psychotique. Dr. Nancy Beauregard n'a pas pu effectuer une méta-analyse des déterminants de la santé mentale des travailleurs à cause de l'hétérogénéité des études dans ce domaine-là. Alors, elle a plutôt réalisé une revue systématique narrative, ce qui est une alternative très intéressante à la méta-analyse. Alors, on va commencer bientôt le séminaire, mais avant de débuter, quelques petits détails importants. Le premier, on est en visioconférence. On est en visioconférence avec 3 sites. 2 sites de l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux et un site du centre hospitalier de l'Université de Sherbrooke. Alors ça veut dire 2 choses. Et en plus, on enregistre le séminaire. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez aller voir l'enregistrement plus tard. Ce que ça veut dire, c'est que quand vous intervenez pour une question, un commentaire, quoi que ce soit, s'il vous plaît, utilisez les micros. Sinon, lors de l'enregistrement, les gens entendent les réponses, mais ne connaissent pas les questions. Okay? Alors, vous avez 2 micros qui sont installés là. Sentez-vous tout à fait à l'aise de les utiliser. Je souhaite la bienvenue aux gens qui sont en visioconférence. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Si oui, répondez. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, sentez-vous, vous aussi, à l'aise d'intervenir? Nous, ici, on n'a pas d'image de vous. Alors, si vous voulez intervenir, parlez fort. Et les conférenciers vont vous inviter à la fin de leur présentation à intervenir si vous le souhaitez. On a installé
il y a environ 10 minutes, sur le site de la COPEP, les PowerPoint des présentations de cet après-midi. Alors, vous pouvez aller les chercher directement sur le site de la COPEP. Ce que vous allez voir à l'écran, ça va être les conférenciers plutôt qu'un PowerPoint qui ne bouge pas. Est-ce que ça va comme ça? Oui? Je m'adresse toujours à vous, à l'extérieur. Oh, Oui, ça va. Ça va comme ça? Ah, OK. Oui. OK. Alors, d'autres détails. La présentation de Dr. Potvin va durer environ 2 heures. Si vous avez des questions pointues sur les analyses statistiques qui vont être présentées par le Dr. Potvin, vous allez pouvoir les poser à Charles-Édouard Giguère. Charles-Édouard, qui est un statisticien ici à l'Institut et qui va pouvoir répondre à vos questions pointues. La présentation de Dr. Potvin va être suivie par une pause d'une 15aine de minutes. Ensuite de ça, les présentations de Dr. Anderson et Dr. Beauregard vont être d'environ 30 minutes chacune. Je vous rappelle que la présentation de Dr. Anderson est en anglais, mais n'hésitez pas à poser des questions ou commenter en français ou en anglais. Et si c'est en français, on s'arrangera pour traduire questions et réponses. Les présentations sont enregistrées, je l'ai déjà dit. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Vous avez des snacks en arrière de la salle. Servez-vous. Et finalement, à votre arrivée, vous avez rencontré Julia Brodislova. Julia? Julia est la coordonnatrice des activités de la COPEP et elle vous a remis un formulaire d'évaluation du séminaire. C'est important pour nous que vous puissiez le compléter et le remettre à la fin du séminaire. On s'inspire beaucoup de vos commentaires pour améliorer les séminaires de la COPEP. Alors, c'est tout. Je vais inviter Dr. Potvin à présenter son exposé. OK. Le micro fonctionne bien, vous m'entendez bien? Oui. Alors, bonjour à tous. Merci d'être ici en grand nombre. Merci à Aline pour l'invitation. Merci pour l'organisation de la journée d'aujourd'hui. Je me présente Stéphane Potvin. Je suis chercheur en santé mentale. Je m'intéresse beaucoup à la schizophrénie, beaucoup à l'impact de l'alcool et des drogues chez les gens qui ont un trouble de santé mentale grave comme la schizophrénie. Pour moi, la méta-analyse, c'est un outil. Quand je fais une étude dans une population clinique, j'aime avoir une espèce de référent, de point de comparaison qui me permet de savoir ce que nous, on fait, où ça se situe par rapport à la littérature. Et c'est à ce niveau-là que, pour moi, la méta-analyse, c'est un outil que je trouve très pertinent. Cela dit, à la base, moi, je ne suis pas un méta-analyste de carrière. Je n'ai pas de prétention à ce niveau-là. Je ne suis pas un biostatisticien professionnel. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je vais rester dans la présentation à un niveau qui est très conceptuel, très général. S'il y a des questions plus pointues, Charles-Édouard, qui est statisticien au centre Charles-Édouard Giguère, pourra y répondre plus habilement que moi. Par ailleurs, l'autre chose, c'est que moi, je ne fais pas de la recherche en épidémio. Les modèles statistiques qui sont utilisés en épidémiologie, pour moi, c'est du chinois. Je ne comprends pas ces modèles-là. Ce que je fais de complexe sur le plan statistique, moi, je fais de l'imagerie cérébrale. Ça, je suis à l'aise là-dedans. Mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Donc, s'il y a des ponts à faire entre ma présentation puis ce qui est utilisé en épidémiologie, il y a comme un bout que moi, je ne peux pas faire. Par contre, ce que je peux faire, c'est comme j'ai réalisé, je ne savais pas que c'était une quinzaine, mais ça a l'air que c'est une quinzaine de méta-analyses. C'est bon, on en apprend tous les jours. Donc, j'ai réalisé une quinzaine de méta-analyses. Il y a quand même toute une série d'écueils, de problèmes mythologiques que j'ai pu rencontrer en réalisant les méta-analyses. Donc, ce que j'ai fait, c'est construire la présentation des prochaines heures autour des défis, des enjeux qu'il y a quand on réalise des méta-analyses. C'est quoi les petits écueils qu'on peut rencontrer? OK. Donc, à la base, pour moi, la méta-analyse, je trouve ça pertinent parce que c'est une espèce de garde-fou. L'être humain, la manière qu'on fonctionne, c'est qu'à la base, on a un biais de confirmation. Je vous donne juste un exemple qui est une illustration par l'absurde. Avez-vous déjà rencontré dans une soirée, dans un souper, quelqu'un qui se fâche, qui s'énerve lors d'un débat, puis que la personne commence à dire «
Moi, j'ai tort sur tout. Tout ce que je viens de dire, ça n'a aucun sens. C'est toi qui as raison, puis je me trompe sur toute la ligne, puis mon point de vue est franchement dogmatique. Avez-vous déjà rencontré ça dans une soirée? Non. Les êtres humains, à la base, ont l'impression d'avoir raison. Ils ont la vérité. On pourrait penser que les gens qui font de la recherche, ça, c'est une autre catégorie de gens. Les gens qui produisent la connaissance sont des gens plus objectifs, plus neutres. Aïe! Les études qui ont été faites sur le biais de confirmation tentent à montrer que plus vous avez de diplômes, plus vous avez les convictions d'avoir la vérité. Ouch! Je fais partie du lot. Excusez. Donc, à la base, il y a comme une tendance chez l'être humain à chercher des confirmations à ce qu'on pense. On fonctionne comme ça. Et ce qui fait que la science fonctionne, ce n'est pas parce que les gens qui font de la recherche ont une bienveillante neutralité, c'est parce que si toi, tu as la conviction que ton hypothèse en laquelle tu tiens mordicus, elle est fondamentalement merveilleuse, tu peux être assuré qu'il y a quelqu'un en Californie, en Australie, qui pense exactement le contraire. Donc, il y a des biais en recherche qui peuvent survenir à toutes sortes de niveaux. Notamment, on peut avoir tendance à rejeter les... Là, présentement, la slide ne marche pas. Ce que moi, je vois apparaît pas à l'écran. Non. Ouais. Pourtant, c'est pas compliqué. Peut-être fermer celui-là aussi. Ah, super. Crash. C'est bien. C'est 30 secondes. Aïe. Oui. Qu'est-ce que je raconte encore? Ah, ça va, il était bon, OK. Bon, OK. C'est vraiment... Ça m'est pas arrivé souvent que ça commence comme ça. Et tiens, avec la clé. Ben, je vais essayer quand même de continuer malgré que je n'ai pas de slide. On va improviser. Donc, là où il y a une des sources de biais, c'est que les gens qui sont en clinique vont souvent se tourner vers des revues de littérature quand vient le temps d'acquérir des connaissances dans un domaine. Or, les revues de littérature, c'est un des domaines où il peut y avoir des biais de publication importants. Un des biais fondamentaux, c'est dans la fouille de la littérature. Si une revue de littérature n'est pas systématique, c'est très, très, très facile de passer à côté des articles qui sont très pertinents. Pour donner juste un exemple de ça, je fais des petits travaux sur la relation entre la dépression majeure et la douleur. Et une des choses que j'ai trouvé intéressantes dans certaines revues de littérature, il y en sort toutes les 2 semaines, les gens arrivent avec des modèles neurobiologiques excessivement élaborés pour essayer de comprendre la relation entre les deux. Puis quand tu regardes les études empiriques dont ils font de la revue, bien, ils les écartent tous. Parce qu'il y a eu des études qui ont été faites dans le contexte expérimental chez ces gens-là, puis ça ne cadre pas du tout avec leurs hypothèses, mais ils n'en citent aucune. Mais là, les hypothèses sont très généreuses. C'est l'amygdale dans le cerveau, non, c'est le cortex cingulaire antérieur, c'est la sérotonine, etc. Mais s'il y avait des critères d'inclusion et d'exclusion pour savoir quels sont les articles retenus, la discussion aurait été passablement différente. Même quand vous faites une revue systématique, il peut y avoir des biais aussi qui peuvent survenir. Donc, vous avez fait une excellente fouille, mais en bout de ligne, une fois que vous obtenez les évidences, si vous ne faites pas d'analyse statistique sur les résultats, une des possibilités, c'est que dans la discussion de résultats, des gens se mettent à donner plus d'importance à certains résultats, notamment ceux qui sont favorables à votre hypothèse, ou encore accorder moins d'importance aux résultats qui sont moins défavorables à votre hypothèse. Ce qui fait en sorte qu'en théorie, le fait qu'une revue soit à la fois systématique dans sa fouille et quantitative devrait normalement réduire les biais. Évidemment, ce que je dis là, c'est une simplification, puisqu'on va voir que la méta-analyse en tant que telle peut aussi introduire toutes sortes de sources de biais. On peut continuer. Bon. Alors, une méta-analyse à la base, c'est 6 étapes fondamentales. Ça nous prend une question de recherche, des critères d'inclusion, des critères d'exclusion. C'est super. Critères d'inclusion, critères d'exclusion, ça nous prend une fouille de la littérature exhaustive. Ensuite, il y a des calculs qui vont être faits. Il y a une évaluation de la qualité des études qui va être faite. Il y a des calculs de la taille des faits des études individuelles. Il va y avoir une agrégation qui va être faite par la suite. Une estimation de l'hétérogénéité des résultats. Puis ensuite, ce que moi je trouve qui est très important dans la méta-analyse, il va y avoir des sous-analyses qui vont être faites pour généralement essayer de tenter de réduire l'hétérogénéité, qui est un problème fondamental dans la recherche chez l'être humain. Puis ensuite, il y a la rédaction de l'article. Les forces de la méta-analyse, d'abord, beaucoup de puissance statistique. Je donne juste un exemple comme ça.
Si vous preniez les 2000 premiers essais pharmacologiques qui ont été faits dans le domaine de la schizophrénie, combien avaient un échantillon suffisant pour parvenir à une conclusion valide sur le plan scientifique? Grosso modo, là, ça prend à peu près 150 patients par groupe pour montrer une différence entre un antipsychotique et un placebo. Combien parmi les 2000 premiers essais avaient la puissance requise? Soyez pas gênés, dites un chiffre, n'importe lequel. 0? Combien? En fait, c'est 1 %. Donc, vraiment, la méta-analyse, une de ses forces, c'est que la méta-analyse, une de ses forces, c'est que ça va conférer pas mal de puissance statistique. Une autre force de la méta-analyse, c'est que parfois, ça peut... c'est difficile pour moi, pas de slide. Toujours est-il que parfois, quand on peut se poser des questions en recherche et de savoir est-ce que mon intervention fonctionne ou elle ne fonctionne pas. Mais la méta-analyse, des fois, va permettre d'aller plus loin en essayant d'identifier non pas qu'est-ce qui fait que si l'intervention fonctionne ou ne fonctionne pas, mais plutôt d'essayer de déterminer quelles sont les circonstances où ça fonctionne et quelles sont les circonstances où ça ne fonctionne pas. Juste donner un exemple, les antidépresseurs. Un antidépresseur, est-ce que ça fonctionne à la base chez l'être humain pour des gens qui ont une dépression? Vous êtes stoïque. Est-ce qu'un antidépresseur, ça fonctionne ou non? Ça dépend? OK. Et là, j'ai une réponse plus élaborée, j'imagine, à la fin. Oh non, mais là, ça gâche mon fun, c'est ça la réponse. Ah, vraiment? Bon, mais c'est ça. Donc, c'est quand même dans le contexte de méta-analyse que ça a été identifié qu'au fond, c'est un des beaux paradoxes. Un antidépresseur, si c'est prescrit une personne qui n'a pas tellement de symptômes dépressifs, ça ne marche pas tant que ça parce que l'effet placebo est important. Tandis que quand il y a une sévérité importante de la symptomatologie, l'antidépresseur va être efficace simplement parce que l'effet placebo va être moins fort puis l'antidépresseur va pouvoir le battre. Encore, un antidépresseur, autre chose, un antidépresseur, est-ce que ça diminue les idées suicidaires ou ça les augmente? Bien, normalement, c'est un antidépresseur, ça devrait les diminuer. Bien, c'est ça, pour les adolescents. Donc, les méta-analyses vont permettre de mettre en relief toutes sortes de variables modératrices qui font en sorte que c'est pas juste de savoir est-ce que le médicament fonctionne ou ne fonctionne pas, est-ce qu'une intervention psychosociale fonctionne ou ne fonctionne pas, mais plus, quelles sont les circonstances dans lesquelles ça peut fonctionner ou ne pas fonctionner. Ah, que c'est pas facile. Donc, ça, des forces du méta-analyse, il y a d'autres points, mais je dirais que ceux-là, c'est quand même pas mal les plus proéminents. Alors, ce que je voudrais faire avec vous maintenant, c'est peut-être prendre chacune des étapes de la méta-analyse puis voir quels sont les écueils, quelles sont les choses auxquelles font penser quand on réalise une méta-analyse chez l'être humain. Donc, premièrement, il y a la question de recherche. Là, vous allez dire, mais la question de recherche, il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à ça, sinon que ça en prend une bonne. Tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, de plus en plus, ce qui va être demandé dans les méta-analyses, c'est d'avoir une publication du protocole. Bon, et j'ai pédalé. C'était dur. Ouais. OK, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. C'est ça. On va passer. Ah, je t'ai rendu là. OK. Bon, vraiment désolé, je ne sais pas ce qui t'est arrivé. Je n'ai pas introduit un virus sur l'ordinateur. OK. Donc, je suis rendu à la question de recherche. De plus en plus, les gens vont demander que le protocole de la méta-analyse soit publié. Donc, pour qu'on sache exactement ce que vous allez faire. Ça permettrait en théorie d'avoir une plus grande transparence. On voit de plus en plus les gens qui font publier les protocoles de leurs essais randomisés contrôlés, mais il y a la même chose ici qui paraît de plus en plus dans la littérature pour ce qui est des méta-analyses. Pour rendre le processus le plus transparent possible, si vous faites autre chose dans la méta-analyse qui a été planifiée, quelqu'un pourra le savoir. Ensuite, il y a la question des critères d'inclusion et d'exclusion. Ça, c'est vraiment fondamental. Encore là, ça peut avoir l'air tout simple, mais ça peut vraiment avoir un impact sur les résultats. Notamment, ça peut introduire énormément d'hétérogénéité si vos critères d'inclusion et d'exclusion sont mal définis, mais ça peut aussi avoir un impact sur les résultats. Je vous donne un exemple. Est-ce qu'il y en a ici qui sont un petit peu familiers avec la schizophrénie ou je risque de me parler tout seul si je parle de schizophrénie? Oh, je me parle presque tout seul. C'est bon. Alors, depuis des années, on n'arrête pas de répéter que pour la schizophrénie, le médicament qui aide le plus, c'est la clozapine, notamment pour les patients qui répondent mal aux antipsychotiques. Il y a malheureusement 25 à 30 des gens qui ont la schizophrénie. On leur donne un antipsychotique, un deuxième, un troisième, ils n'ont pas de réponse. Et c'est là qu'on se tourne vers la clozapine.
Ben, cette année, il y a un article qui est paru, une grosse métalyse. C'est vraiment une bombe. Et ce que ça dit, grosso modo, c'est que ça, c'est de la mythologie. C'est pas vrai que la clozapine est supérieure pour ces patients-là. Hey, c'est quand même pas banal, là. C'est vraiment une bombe. Ben, là, ici, la question des critères d'inclusion puis d'exclusion se pose vraiment avec acuité parce que quand on parle d'une résistance au traitement, on parle de gens qui n'ont pas répondu à, généralement, 2 antipsychotiques avec un essai qui est quand même soutenu dans le temps. Alors, quand on regarde la métalyse qui a été publiée, on voit que les études avec la clozapine, grosso modo, les critères de résistance étaient très élevés, tandis que pour le lanzapine, qui est l'antipsychotique qui était pas trop proche de la clozapine, qui était assez proche de la clozapine, on voit qu'au fond, c'est une définition beaucoup plus libérale de la résistance. C'était plutôt le fait d'avoir la réponse à un seul antipsychotique. Alors forcément, dépendamment des critères d'inclusion et d'exclusion que vous allez considérer pour votre méta-analyse, ça peut introduire de l'hétérogénéité, puis ça peut aussi influencer partiellement les résultats. Puis là, ici, on parle de quelque chose d'important. La résistance au traitement, les coûts sont vraiment très élevés. Il y a beaucoup de souffrance associée à ça. Alors, est-ce qu'il faut suivre ça à la lettre? Je sais pas. OK, accueillir des articles par la suite. Donc, vous avez vos critères, vous avez votre question, vos critères, accueillir des articles. Bon, ça, c'est la slide que je trouve toujours un petit peu infantilisante, mais en même temps, c'est fondamental. Si cette étape-là est mal faite, la méta-analyse n'a pas de validité. C'est vraiment, vraiment fondamental. Alors, une des erreurs communes qui peut arriver dans les méta-analyses, c'est que les gens vont se dire « Je vais être très, très, très précis dans les mots que je vais utiliser, comme ça, je vais pouvoir trouver exactement les articles dont j'ai besoin. » Mauvaise réponse. Parce que plus vous êtes précis dans un logiciel comme PubMed, plus il va vous amener, il va chercher les mots que vous avez mentionnés dans l'abstract, et s'il ne trouve pas, il va rejeter l'article. Or, il se peut très bien que la variable qui vous intéresse se trouve dans l'article, mais vous l'avez exclu puis vous avez rajouté le mot. Exemple, je marque schizophrénie, toxicomanie, je marque dépression. À partir du moment où je marque dépression, s'il ne se retrouve pas dans l'abstract, l'article disparaît. Si je ne l'avais pas mis, j'ai marqué juste schizophrénie, toxicomanie, j'aurais eu des études qui portant sur cette thématique-là. Et si moi, j'étais allé voir dans l'article, peut-être que j'aurais vu que, comme variable tertiaire, il avait la dépression et donc que la variable était disponible et que je pouvais l'utiliser pour une méta-analyse. Donc, c'est beaucoup mieux de manière générale pour une méta-analyse de ne pas faire des recherches trop pointues, chercher de façon beaucoup plus large pour être sûr de rien manquer. Puis là, quand je dis beaucoup plus large, ça peut même aller jusqu'à se rabaisser, aller voir dans Google Scholar. Dernièrement, je faisais une revue de la littérature, puis dans PubMed, je trouvais presque rien. C'est quelque chose que je fais moi-même. Hein. Puis dans Google Scholar, je me revire de bord, puis j'ai trouvé une tonne d'articles sur mon sujet. De plus en plus, avec la démocratisation du savoir à travers la planète, ça va prendre des gens qui peuvent lire le chinois, l'indien, etc., pour pouvoir vraiment faire des revues systématiques. Donc, il ne faut pas hésiter à vraiment sortir des sentiers battus pour aller chercher un maximum d'informations. Sinon, ça compromet foncièrement la validité de l'exercice méta-analytique. Petite chose, juste une petite parenthèse, pour qu'une méta-analyse puisse être réplicable, il faut qu'on sache ce qui a été fait comme fouille. Ça arrive assez régulièrement que des reviewers vont demander qu'on procure ce qu'ils appellent un flowchart. Avec le flowchart, essentiellement, ça donne toutes les raisons pour lesquelles vous avez retenu un article, pourquoi vous l'avez rejeté. Là, je le mentionne, si quelqu'un est dans une méta-analyse et que vous ne faites pas ça, vous le prenez à la légère, puis que vous arrivez au moment de soumettre, puis qu'un évaluateur vous dit « Je veux le flowchart », des heures et des heures de plaisir à recommencer ça. Donc, si quelqu'un est dans une méta-analyse, il faut le faire à l'avance. Et l'idée ici, c'est que c'est un processus transparent, la méta-analyse. Donc, il faut qu'éventuellement, ce que vous écrivez là, quelqu'un fera la même fouille, il trouverait exactement la même chose. C'est ça l'idée ici. Le plus possible, évidemment. OK. Autre étape, l'évaluation de la qualité des études. Ça vous c'est une étape très importante dans la réalisation, je dis d'une méta-analyse, mais d'une revue systématique aussi. Là. Donc, il y a des critères. Là, j'ai pris des critères, tout simplement, les critères de Cochrane. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Hein. Ça, ce n'est pas la vérité, rien que la vérité, mais j'ai pris les critères de Cochrane. Donc, essentiellement, s'il s'agit d'une étude randomisée, ce qui va être évalué, grosso modo, c'est critère minimal de base. Est-ce qu'il y a eu, dans l'essai randomisé, est-ce que dans l'essai clinique, il y a eu une randomisation? Si oui, est-ce que c'était une randomisation? Est-ce qu'il y a une bonne procédure de la randomisation? Est-ce que c'était à simple insu, à double insu? Est-ce que la perte au suivi a été évaluée? Parce que typiquement, les gens qui débarquent des études, c'est les patients qui vont les moins bien. Alors, s'ils ne sont pas inclus dans le modèle statistique, il y a possibilité de gonfler votre taille de l'effet. Je vous pose une question qui a l'air tout à fait anodine.
Si je vous dis que la randomisation dans une étude pharmacologique a été faite de manière suivante. Placebo, médicament, placebo, médicament, placebo, médicament, placebo, médicament. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne procédure ou c'est moyen ou c'est carrément faible? Il ne faut pas être gêné, là. Oui? Ça dépend comment, initialement, les institutions ont été distribuées. On peut retrouver des patterns à l'intérieur de ça. Ce que je viens d'écrire là, c'est trop facile pour les équipes cliniques de s'y retrouver éventuellement au bout d'un certain nombre de participants. Ils vont dire, là, ça, c'est le placebo. Ah, le prochain, ça va être le médicament. Ah, le prochain, ça va être le placebo. Ça devient trop facile. Il faut que ça soit beaucoup plus randomisé que ça. Malheureusement, la description des randomisations, ce n'est pas assez décrit de manière générale dans les articles. Les études observationnelles, donc autres que les essais randomisés, il y a des points qui vont être accordés pour les critères d'inclusion-d'exclusion, les choix des mesures d'outcome, les facteurs confondants, excessivement importants, si c'est mal documenté, si ce n'est pas fouillé, puis le devis de l'étude aussi, le devis de l'étude, si c'est transversal ou longitudinal. OK. Prochaine étape, donc, vous avez votre question de recherche, vos critères d'inclusion, vous avez fait votre fouille, vous avez évalué vos études. Maintenant, il faut faire l'entrée de données. Là, ici, vraiment pas grand-chose à dire. Sinon, il faut que ça se fasse à deux, le plus possible, que ce soit à l'insu l'un de l'autre. Et quand il y a des données manquantes, de contacter les gens qui ont publié les articles pour retrouver les données qui sont manquantes. OK. C'est les prochaines étapes qui vont être les plus importantes, donc les étapes 6, 7, 8, où là, carrément, on va passer aux étapes d'analyse statistique en tant que telle, de vérification de l'hétérogénéité, qui est un problème, comme Aline le disait, qui est fondamental en méta-analyse. Et les analyses secondaires, moi, c'est un aspect auquel je tiens beaucoup. Généralement, dans les méta-analyses, les gens veulent avoir qu'est-ce que ça fait l'intervention, ça marche ou ça ne marche pas. Mais en santé mentale, parfois, la bonne question, c'est pas ça, c'est plus de savoir quand est-ce que ça marche puis quand est-ce que ça ne marche pas. Puis la dernière étape, c'est la rédaction de l'article. Sur la dernière étape, je n'y reviendrai pas, seulement mentionner que une des grilles de recommandations qui est, à mon sens, utile et pertinente, c'est les recommandations de PRISMA, qui est Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis, qui récapitule pas mal tout ce qu'on va voir aujourd'hui, de choses qu'il faut rapporter dans une bonne méta-analyse. C'est pas toujours facile de s'y plier totalement, mais quand même, ça donne des bons repères, là. Alors, donc les étapes 6, 7, 8, c'est là-dessus que je vais me concentrer pour la suite beaucoup. Alors, les analyses statistiques. Les analyses statistiques, à la base, en méta-analyse, très souvent, ce qui va être utilisé, c'est le Cohen's-d. Quand je parle du Cohen's-d, est-ce que les gens ont entendu parler ou pas parler du Cohen's-d? Oui, d'autres, pas de réponse, d'autres, j'imagine que c'est non. J'imagine qu'il y a quand même pas mal de non. OK. Alors, le Cohen's-d, essentiellement, c'est la moyenne d'un groupe moins la moyenne d'un deuxième groupe, divisé par l'écart type, qu'on appelle le sigma, qui est l'écart type réuni des deux groupes ensemble. Essentiellement, au fond, c'est un peu analogue à un score Z, le Cohen's-d. Le score Z étant le score d'un individu par rapport à la moyenne divisé par l'écart type. L'écart type, là, qui est la variabilité moyenne par rapport à la moyenne. Le calcul d'effect size, c'est la même chose, sauf qu'au lieu d'être une différence entre un individu par rapport à une moyenne, c'est une différence entre deux groupes. Comme vous le voyez, au fond, le Cohen's-d, c'est quelque chose qui est archi souple. À partir du moment que vous avez une variable qui a une moyenne et qui a un écart type, vous pouvez rapporter ça dans une méta-analyse. Donc, une échelle de dépression, si vous avez une moyenne et un écart type, ça va très bien se rapporter en contexte méta-analytique. OK. Les facteurs qui vont influencer évidemment la taille de l'effet, c'est bien sûr l'importance de la différence entre les groupes. C'est aussi l'écart type. Et évidemment, plus l'écart type est élevé, plus à ce moment-là, ça prend une différence entre les groupes importants pour qu'on puisse dire que l'effet est important. Ce qui fait en sorte que votre taille de l'effet va être significative, c'est la taille de l'échantillon. Puis par convention, on estime qu'un Cohen's-d de 0,2, c'est un effet qui est petit, 0,5, c'est modéré, puis 0,8, c'est un effet qui est plutôt large. Là, quand je dis qu'à 0,2, c'est un effet qui est plutôt faible, il faut quand même tenir compte du contexte. Si jamais vous vous intéressez à une intervention, puis votre outcome, c'est le cancer du poumon, bien forcément, un effet de 0,2, c'est peut-être une super bonne nouvelle. Donc ça, ce sont des conventions. Il ne faut peut-être juste pas les prendre trop à la lettre. Alors ça, c'est pour les variables qui sont continues. Pour les variables continues, dans votre Cohen's-d, c'est très souple la méta-analyse. Vous pouvez calculer à partir de moyenne puis d'écart type d'une valeur t, d'un f-value, d'un p-value.
C'est très, très, très flexible. Vous pouvez même aller plus loin si vous voulez, rapporter en coïncidé une corrélation, un Q-carré, un odds ratio. Mais là, évidemment, plus vous faites ça, plus vous êtes en train d'introduire du brouillard puis de l'hétérogénéité dans ce que vous faites. Il y a possibilité aussi, en contexte méta-analytique, d'avoir des devis où vous comparez deux groupes. Vous pouvez aussi avoir des devis longitudinaux, puis vous pouvez aussi avoir des plans mixtes pour voir l'interaction, mettons, en deux groupes dans le temps. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de souplesse. Une des limites, où là, la souplesse n'est quand même pas illimitée, c'est que les statistiques non paramétriques ne se rapportent pas en méta-analyse. Pour ce qui est des variables dichotomiques, bien là, vous êtes en épidémio, pas moi, mais évidemment que les choix, ça va être soit le odds ratio, soit le risk ratio. Encore une fois, pour pouvoir rapporter ça en contexte méta-analytique, c'est très souple. Si vous avez dans les articles les odds ratio avec les intervalles de confiance disponibles, c'est possible. Si vous avez l'odds ratio, l'erreur type, c'est possible. Si vous avez l'événement et la taille de l'échantillon dans chaque groupe, c'est possible aussi. Il y a une grande souplesse. Je ne l'ai pas mis à l'écran, mais vous pourriez aussi faire des méta-analyses à partir de corrélations. C'est possible aussi. Par exemple, nous, une des choses auxquelles on s'est intéressé, c'est que dans la schizophrénie, ils ont des déficits cognitifs qui sont importants. Et c'est probablement ce qui préside mieux leur capacité à fonctionner dans la vie de tous les jours. Puis quand je parle de capacité de fonctionner, là, ça peut être d'aller à l'école, fonder une famille, avoir des enfants, des choses concrètes. Donc, une question qui pouvait se poser, c'est de savoir est-ce que les gens qui ont la schizophrénie sont conscients qu'ils ont des déficits cognitifs. Parce que s'ils n'ont pas un conscient, à ce moment-là, ils risquent peut-être d'être un peu moins motivés pour entrer dans des thérapies qui portent là-dessus. Donc, il y a toutes sortes d'études qui ont été faites qui ont évalué la corrélation entre les deux. Bien, ça, on peut le prendre puis le faire en contexte méta-analytique aussi. Tout ça, c'est possible. OK. Une fois que vous avez fait votre calcul de taille d'échantillon, selon l'outcome qui vous intéresse, soit une variable dichotomique, soit une variable continue, soit une corrélation, après, il va arriver une étape cruciale qui est celle de l'agrégation des études. Alors, une méta-analyse, ce n'est pas simplement de faire la moyenne des tailles de l'effet. Il y aura un gros problème à ça. Et le problème fondamental qu'il y a avec ça, c'est que si vous avez une étude qui a 100 participants versus une autre qui en a 2000, ça sera un petit peu normal que celle qui a 2000 compte beaucoup plus. Et c'est effectivement ce qui est fait en contexte méta-analytique. Les modèles qu'on appelle des modèles à effet fixe vont tenir compte de la précision des études pour le calcul de ce qu'on appelle le composite effect size, la taille de l'effet composé, qui est en quelque sorte la moyenne, mais c'est une moyenne qui est pondérée en bout de ligne en fonction de la précision de l'étude. Puis la précision de l'étude elle-même dépend en bout de ligne de quoi? De la taille de l'échantillon. Donc, si vous le faites à la mitaine, là, essentiellement, quand vous regardez le poids qui est conféré à chacune des études dans un modèle à effet fixe, l'impact sur la taille de l'effet composé, c'est vraiment tiré très largement par la taille de l'échantillon de chacune des études individuelles. Maintenant, ça, c'est quand les choses vont bien. Ça, c'est dans une condition où, ah oui, un des postulats fondamentaux dans le modèle à effet fixe dont je viens de parler ici, qui tient compte, au fond, de la taille d'échantillon, c'est que les études que vous êtes en train de mettre ensemble, elles sont comparables. Ça, c'est un postulat fort. Est-ce que c'est forcément respecté quand on fait de la recherche sur l'être humain? Pas forcément. On va y revenir dans 2 secondes. Alors, il y a 2 petits écueils qui peuvent se présenter. Bien, un qui est plutôt petit, puis l'autre qui est pas mal plus fondamental quand on fait l'agrégation des différentes études. Le premier, c'est que les petites études peuvent avoir trop de poids parfois dans le calcul méta-analytique, ce qui fait en sorte qu'il y a une sorte de pénalité de correction qui est appliquée. Alors, si jamais éventuellement vous lisez une méta-analyse où il est question plutôt du edges D plutôt que le Cohen's D, tout ce qui s'est passé, c'est que probablement que dans cette méta-analyse-là, il y avait un certain nombre d'études où les échantillons étaient très petits, puis les auteurs voulaient juste s'assurer que ces études-là ne viennent pas biaiser le calcul méta-analytique global. Je vous ai mis la formule à l'écran si jamais ça vous intéresse. En bout de ligne, Edges D versus Cohen's D, ça fait une différence, mais c'est quand même assez marginal. L'autre problème beaucoup plus fondamental, puis lui est vraiment, vraiment fondamental, et ça rejoint le commentaire d'introduction d'Aline, c'est que dans le modèle fixe, le postulat fondamental, c'est que vos études sont comparables, donc elles sont homogènes. Mais le problème, c'est que dans la recherche en être humain, de l'hétérogénéité, il y en a passablement. Alors ça, c'est un problème fondamental. Quand on a de l'hétérogénéité, qu'est-ce qu'on fait? Gros problème. Est-ce qu'il y a des critères absolus pour prendre des décisions par rapport à ça? S'il y en a, moi, je ne les connais pas. Alors, quelles pourraient être les différentes options? La première, c'est de repenser ce que vous êtes en train de faire. S'il y a beaucoup d'hétérogénéité, c'est probablement le signe qu'à quelque part, vous êtes en train de mélanger des pommes et des oranges. Puis à ce moment-là, ce que vous faites n'est pas forcément valide. Donc, ça, c'est une première solution, ce serait tout simplement de dire « stop, on n'a pas de méta-analyse entre les mains ».
Deuxième solution qui a un chemin... Oui? Juste pour savoir, en fait, c'est quoi vos critères pour dire hétérogène ou homogène? J'y arrive après. Donc, premier point, c'est peut-être plus logique d'aller à l'autre étape, puis après ça, je vais revenir ici. Ouais, OK, ça me convient. Alors, l'hétérogénéité, essentiellement, de la manière que le concept est simple, c'est tout simplement que le calcul d'hétérogénéité de la méta-analyse, essentiellement, ce que ça calcule, c'est la déviation de la taille de l'effet de vos études individuelles par rapport à votre taille de l'effet composé. Et comme on est dans un contexte méta-analytique, il va y avoir une pondération qui va être faite en fonction de la taille de l'échantillon. Ça, c'est ce que je viens de vous décrire là, c'est le Cochrane's Q. Si vous le faites à la mitaine sur un fichier Excel, vous allez tomber pile poil ces résultats. Pas compliqué. Le problème avec le Cochrane's Q, c'est quand vous avez un petit nombre d'études, il y a danger de sous-estimer l'hétérogénéité. Et inversement, comme c'est une somme des carrés, je pense que vous êtes en stats, bon, comme c'est une somme des carrés, évidemment, quand vous avez plusieurs études, la somme des carrés peut être gargantuesque, ce qui fait en sorte que ça peut devenir peut-être trop sensible, puis surtout, ce n'est pas intuitivement interprétable. Si je fais une méta-analyse, puis je fais un calcul d'hétérogénété, puis que mon Q est à 6432, quelque chose qui n'est pas très intuitif là-dedans. 6432, c'est quoi au juste? Donc, il y a des gens, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont appliqué une correction au test Q en fonction du nombre d'études. J'ai mis la formule, encore une fois, pas compliqué, facile à calculer. Fichier Excel, ça marche. Donc, essentiellement, ce que ça va faire, c'est que ça va vous donner ce qu'on appelle un I carré. Et là, par convention, on estime que quand vous avez un I carré de 25, on estime que votre hétérogénéité est plutôt faible. Quand elle est à 50, elle est modérée, puis quand elle est à 75, elle est plutôt forte. Essentiellement, on va le dire autrement. Quand vous êtes rendu à 95 %, c'est que dans votre variance totale, là, elle est surtout expliquée par la variabilité inter-étude. Tandis que quand c'est à 5 %, c'est le contraire, c'est la variabilité intra-étude qui compte fondamentalement. Donc, en méta-analyse, même si je pense qu'il n'y a pas de critère absolu, en tout cas, s'il y en a un, je ne suis pas au courant, plus vous avez d'hétérogénéité, plus à ce moment-là, la validité de l'exercice que vous êtes en train de faire est problématique. Donc, quelles sont les solutions? C'est vrai que j'ai présenté à l'envers, fait qu'on va remettre ça dans le bon ordre. Premier point, stop, on repense à ce qu'on fait. Ça peut être de réviser les critères d'inclusion, par exemple. Deuxième point, ça, c'est recommandé par Cochrane, puis c'est pourtant un chemin que les gens empruntent peu, c'est que quand vous faites face à de l'hétérogénéité comme ça, ce que le groupe de Cochrane recommande, qui est tout simple, c'est de dire, bien, rapportez donc vos tailles de l'effet pour chacune de vos études, mais refusez de faire le composite effect size. Tout simplement. À ce moment-là, discutez ce que vous avez obtenu en fonction de la qualité des études. Et d'autres facteurs, évidemment. Là. Ça, j'ai vu des gens qui, en imagerie cérébrale, ont fait ça. Ils ont pris des différentes régions du cerveau dans différentes tâches cognitives, dans des populations de gens qui sont à risque de développer la psychose. Puis comme c'était beaucoup trop hétérogène comme exercice, ils ont rapporté les tailles d'effet pour chacune des régions du cerveau, pour chacune des tâches. Puis après, ils ont utilisé ces calculs-là pour discuter ce qui émergeait présentement dans la littérature. Mais ils ont refusé d'aller plus loin puis de faire le composite effect size. Le composite effect size, là, c'est l'espèce de l'effect size moyen, mais pondéré en fonction de la taille de l'échantillon. Alors, une autre solution, ça pourrait être, si vous êtes chanceux, de pouvoir identifier des études qui sont outliers, qui vont faire en sorte que vous allez passer une situation d'hétérogénéité à, boum, retrouver de l'homogénéité. Il pourrait y avoir aussi, on va passer à ça, tiens. Donc, identifier des études outliers. Alors, pour identifier des études outliers, généralement, bien, il peut y avoir toutes sortes de facteurs qui font en sorte qu'une étude va être déviante. Il peut y avoir le type d'études que vous avez inclus. Ça revient à ce que je disais au début, hein, toute la question des critères d'inclusion, des critères d'exclusion. Si vous avez décidé de retourner des études contrôlées, mais d'inclure aussi des études qui ne le sont pas, ça peut introduire des biais. Les populations à l'étude. Moi, j'étudie la schizophrénie, mais typiquement dans les études sur la schizophrénie, il y a des gens qui vont avoir la schizophrénie, d'autres qui vont avoir le trouble schizoaffectif, puis d'autres études qui vont inclure le trouble bipolaire, puis d'autres qui vont inclure des éléments psychotiques dans la dépression. Ça peut introduire énormément d'hétérogénéité. Il y a le type de statistique. Tout à l'heure, je parlais qu'on peut prendre à peu près n'importe quelle statistique et la rapporter à un coïncidé. Oui, on peut le faire, mais en faisant ça, êtes-vous en train justement d'introduire beaucoup d'hétérogénéité? Il y a aussi l'outcome, votre outcome qui vous intéresse en tant que tel. Parfois, l'outcome peut être en lui-même une source d'hétérogénéité. Moi, je fais de la recherche
entre autres sur la cognition chez les gens qui ont la schizophrénie. Donc, la cognition, si je parle des capacités attentionnelles puis de la mémoire. Là, l'hétérogénéité, si vous en cherchez, là, il y en a, c'est gargantuesque. Pourquoi? Bien, d'abord, parce que la cognition humaine, il n'y a pas juste une fonction. Il y a l'attention, il y a la mémoire, il y a la mémoire épisodique, mémoire visuelle, mémoire verbale. C'est très complexe. Puis, par ailleurs, les tâches qui sont utilisées pour mesurer ces différentes fonctions-là, ça varie beaucoup d'un laboratoire à l'autre. Ce qui fait en sorte que parfois, juste essayer de classer correctement une tâche cognitive, ça devient un casse-tête à peu près impossible. Je donne juste un exemple. Avez-vous déjà entendu parler du test de Stroop? Ça vous dit quelque chose? 2 personnes, 3, 4. Ah, OK, quand même, bon. Alors, pour les autres. Donc, le test de Stroop, essentiellement, bien, le mieux, le voyez-vous bien? Oui. Bien, le mieux serait carrément de le faire. Donc, essentiellement, ce qu'il faut faire, c'est lire ce qui est à l'écran, mais ce que je vous demandez, c'est de ne pas lire le mot, mais lire la couleur plutôt. Faites-le dans votre tête, pas tout le monde en même temps, ça va être assez cacophonique, mais faites-le dans votre tête. C'est bon? Donc, essentiellement, la manière qu'on fonctionne, c'est qu'on a tendance à aller vers la réponse qui est surapprise, qui est de lire le mot plutôt que de lire la couleur. Il faut vraiment inhiber ce qu'on a tendance à faire spontanément. Alors, comment on classe ça? Est-ce que c'est une tâche d'attention sélective? C'est-à-dire qu'il faut porter attention sélectivement à la couleur par rapport au mot. Est-ce que c'est de la flexibilité cognitive? Il faut passer d'une modalité à une autre. Ou est-ce que ce ne serait pas tout simplement un problème de ralentissement psychomoteur? Bien, dans la schizophrénie, les gens qui ont étudié ça se sont aperçus que finalement, c'est beaucoup plus la vitesse psychomotrice qui tire l'effet. Ils ont de la misère à faire la tâche du Stroop juste parce qu'ils sont ralentis. Donnez-leur plus de temps, ils vont arriver à performer correctement. Mais c'est beaucoup un signe de ralentissement psychomoteur quand ils se plantent là-dessus. Alors, tout ça fait en sorte que quand votre outcome est aussi complexe que la cognition, bien là, le potentiel d'hétérogénéité il est gigantesque. OK. Donc, j'ai parlé de source potentielle d'hétérogénéité. Bien, si vous êtes chanceux, vous allez peut-être pouvoir identifier une étude qui est complètement déviante. Une étude d'Antlager qui va venir, si vous l'excluez, trouver une situation d'homogénéité. Alors, pour ça, une des façons simples d'y arriver, c'est de faire tout simplement une inspection visuelle de la distribution de vos tailles d'effets en fonction de l'erreur type ou, si vous voulez, de la taille de l'échantillon. Et s'il y a une étude qui est vraiment déviante, vous allez carrément pouvoir voir à l'œil nu. Maintenant, allez-vous exclure cette étude-là parce que vous voyez qu'à l'œil nu est un peu déviante? Il y a des gens qui suggèrent d'utiliser un critère comme 2 écarts types. D'autres qui vont dire, quand il y a une absence de recoupement de l'intervalle de confiance pour votre étude et les autres études environnantes, ça pourrait être un bon critère. À mon sens, le mieux, c'est quand vous avez une indication qu'il y a une étude qui est très déviante sur le plan statistique, mais que vous avez aussi une raison méthodologique de le faire. Là, vraiment, si vous avez les deux, vous êtes en business. Et ça nous est arrivé une fois dans une méta-analyse. On regardait la différence entre les symptômes des gens qui ont la schizophrénie, ceux qui consomment du cannabis, ceux qui n'en consomment pas. Puis on avait un effet qui se tenait, sauf qu'on avait de l'hétérogénéité. Puis on avait une étude qui n'allait pas dans le sens des autres, puis on ne comprenait pas trop pourquoi. Puis on le voyait qu'elle était vraiment déviante. Alors, on est retourné à l'étude, puis on s'est aperçu que cette étude-là, c'était une étude qui avait évalué rétrospectivement la consommation par rapport aux autres études qui l'avaient évaluée de façon prospective. Donc, on avait à la fois une raison statistique et une raison méthodologique de l'exclure. On l'exclut, puis là, boum, on retourne à une situation d'homogénéité. Bon, ça n'arrive pas souvent, c'est quasiment arrangé avec le gars des vues. Toujours est-il que, donc, quand vous ne parvenez pas, vous n'avez pas cette chance-là de pouvoir tomber sur une étude outlier, une des solutions, ça peut être à ce moment-là d'appliquer sur le plan statistique, non pas un modèle à effet fixe, mais un modèle à effet aléatoire. En anglais, Random Effect Model. L'idée ici, c'est que dans le modèle à effet fixe, on tient compte de quoi essentiellement dans le calcul du Composite Effect Size? C'est beaucoup la taille de l'échantillon. Dans le modèle à effet aléatoire, la taille de l'échantillon des études individuelles va compter aussi, mais l'hétérogénéité entre les études va aussi être pondérée. Les deux facteurs vont l'être. Donc, la variabilité qui est interne à l'étude, la variabilité intra, puis la variabilité inter-étude va être considérée dans votre calcul méta-analytique. Donc, parfois, des gens vont décider que c'est ça leur solution à eux, c'est d'appliquer un Random Effect Model. Ça, pour l'instant, on va le prendre pour acquis que c'est une solution parfaite, mais je vais faire exprès pour vous donner un exemple à la fin qui montre que c'est pas si parfait que ça. OK. Autre option qui est peut-être préférable, vous avez l'hétérogénéité, ce serait peut-être, au lieu d'en faire un psychodrame, c'est juste d'en faire une question de recherche. Parce qu'à ce moment-là,
Comme je le disais tout à l'heure, quand on fait des recherches d'intervention, parfois la vraie question fondamentale, c'est pas de savoir si l'intervention fonctionne ou ne fonctionne pas, mais c'est beaucoup plus de savoir c'est dans quelles circonstances l'intervention fonctionne. Alors, des façons de faire des sous-analyses pour aller tenter d'expliquer une partie de l'hétérogénéité, il y en a essentiellement 2 catégories. Il y en a 2 types. Il y a des sous-analyses qui sont de type catégoriel et il y a des sous-analyses qui renvoient à des variables continues. Très simple. Essentiellement, des variables catégorielles, ce serait par exemple des variables dichotomiques, comme le sexe, par exemple. Alors, je vous donne un exemple de ça où on a fait une sous-analyse de type catégoriel, puis on a pu voir que ça expliquait une partie de la variabilité de nos résultats. Donc, avec Dr. Alain Lesage, qui fait la recherche en psychiatrie sociale, Dr. Lesage a eu l'idée qu'il voulait avoir un estimé des taux d'abandon des gens qui ont la schizophrénie et qui participent dans des essais randomisés contrôlés d'intervention psychosociale. Parce qu'on avait des estimations pour ce qui est des problèmes d'observance pharmacologique, mais on n'avait même pas d'estimé des taux d'abandon pour les interventions psychosociales. Donc, Dr. Lesage est arrivé avec cette idée-là. Moi, j'ai embarqué immédiatement. J'aimais beaucoup l'idée. Donc, on a fait un estimé, puis ce que ça nous a produit comme résultat, c'est que sur 74 essais randomisés contrôlés, c'est quand même pas pire, 4300 participants, on avait un taux d'abandon de 13 %. Mais il y avait beaucoup de variabilité, puis on a essayé de comprendre, mais pourquoi il y en a autant que ça? Là, je ne rentre pas dans les détails des mécanismes parce qu'il y a des facteurs qu'on a identifiés quand même un certain nombre. Mais un des facteurs qu'on a identifiés, ça renvoie à une variable dichotomique, c'est les différences hommes-femmes. On a vu dans le contexte méta-analytique qu'on avait des taux d'abandon qui étaient plus importants chez les gens que chez les femmes dans la schizophrénie. Alors ça, c'est un type de sous-analyse qu'on peut faire, qui sont plus catégorielles. Il y a aussi des sous-analyses continues, avec une variable continue. Ça pourrait être, par exemple, l'âge. L'âge, ce n'est pas dichotomique, c'est une variable continue. Alors, essentiellement, ici, ce qui va être fait, c'est ce qu'on appelle des analyses de méta-régression. Les analyses de méta-régression, c'est des analyses de régression appliquées dans un contexte méta-analytique. Vous allez regarder la relation linéaire entre une covariable, comme l'âge, et votre taille de l'effet. Alors, je donne des exemples de méta-régression. J'imagine que l'obésité, c'est un problème préoccupant en épidémio. C'est pas un petit problème quand même, là. Bon.